Effectivement, donc bonjour tout le monde. Mon nom est Patrick Cavana, je suis le directeur général du CRISPECH, le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. On est une OBNL rattachée au Cégep du Vieux-Montréal et au Collège Dawson, et notre mission est de soutenir les organisations dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence du CRISPECH et de vous présenter la personne chercheuse qui a dirigé ce projet que le CRISPECH a tenu à soutenir depuis le début. Caroline Lebeau est une chercheuse affiliée au CRISPECH, doctorante à l'UQTR. Elle s'intéresse aux pratiques des grandes organisations en matière d'inclusion. Le projet qu'elle nous présente aujourd'hui a aussi obtenu le soutien de deux autres organisations que je tiens à remercier pour leur collaboration, l'UQTR et l'OPHQ. Enfin, la présentation d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans l'importante contribution des personnes conseillères en EDI, donc en équité, diversité et inclusion, des organisations qui ont participé au projet de Caroline. Donc, participer à des communautés d'échange, ça nécessite du courage, ça peut parfois impliquer des zones de vulnérabilité et au CRISPECH, nous croyons que c'est dans cette zone de vulnérabilité que les organisations, pardon, peuvent se déployer à leur plein potentiel. C'est pourquoi il nous fait tant plaisir de vous présenter la conférence qui sera suivie d'un panel de discussion avec les personnes participantes. Alors donc, sans plus tarder, et avant de lui céder la parole, je veux vous dire que la transcription automatique de l'application Zoom a été activée de notre côté et que de votre côté, il vous est possible de l'utiliser par vos paramètres. Donc, sans plus tarder, je cède la parole pour cette heure de dîner à Caroline Lebeau. Merci. Merci beaucoup, Patrick. C'est vraiment très apprécié. Merci à toi, à Audrey, à Gian, à Francis, à toute l'équipe pour votre collaboration. En fait, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de vous présenter brièvement les résultats de la recherche Regards croisés sur les pratiques inclusives en organisation. Alors, cette recherche met de l'avant 16 entreprises de plus de 5000 employés. Elle a été effectuée entre le mois de juin et octobre 2025 auprès de personnes conseillères en équité, diversité et inclusion. Ces dernières ont complété un questionnaire et ou des entrevues semi-dirigées et ou participé à des groupes de discussion parce qu'on voulait comprendre ce qui est mis en place actuellement en 2025 dans les organisations afin de favoriser les meilleures pratiques d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Vous allez voir, la présentation est divisée en deux parties. Donc, on va voir la partie 1 avec les résultats de la recherche et la partie 2 où on a 5 formidables panélistes qui ont décidé de se prêter au jeu pour parler de pratiques innovantes. Alors, on va voir Christine, Myriam, Amélie, Isabelle et Juliane. Encore un grand merci de votre collaboration. Aujourd'hui, on va aborder systématique, le vocabulaire, la formation, la sensibilisation, les accommodements, les rôles et responsabilités, l'accompagnement et nos perspectives avec nos panélistes. Alors, abordons tout d'abord le vocabulaire. Nous avons demandé aux entreprises si elles avaient un consensus à l'interne concernant le vocabulaire à utiliser. Dans 67% des cas environ, on a mentionné que oui. Mais quel est ce vocabulaire? En fait, il s'agit des mots personnes en situation de handicap ou neurodiversité. Donc, on peut voir aussi également qu'il y a d'autres termes qui sont utilisés à la diapositive suivante. On a diversité capacitaire, il peut y avoir personnes ayant des limitations, des besoins spécifiques. Les termes qui sont davantage valorisés sont personnes en situation de handicap, neurodiversité et personnes handicapées peut être utilisé dans le cadre de rapports gouvernementaux ou autres, mais un petit peu moins à l'interne. Ensuite, on m'a mentionné à plusieurs reprises que tous peuvent vivre une situation de handicap, avoir un besoin particulier à un moment ou à un autre de sa vie. Donc, ici, vous avez une image où on démontre des situations de handicap permanentes, temporaires, situationnelles, liées au vieillissement et qui peuvent être de nature de la vision, de l'audition, au niveau cognitif ou autre. Si on continue, on voit que les termes utilisés sont un sujet sensible. En fait, les gens ont parfois peur de dire les mauvaises choses, d'utiliser les mauvais termes.
Certaines personnes, par exemple des conseillers, quand ils arrivent dans des conférences ou des interventions, disent d'emblée qu'ils vont faire un choix de vocabulaire, celui de l'institution, par exemple, de l'organisation, mais qu'il y a une panoplie de personnes et d'identités. Donc, l'intention est plus de véhiculer une idée que de vexer certaines personnes. Certaines organisations ont aussi choisi de faire un lexique, donc avec des termes à préconiser, puis d'autres à proscrire, par exemple souffrant de. C'est variable d'une organisation à une autre. Ce qu'on mentionne beaucoup, c'est que c'est normal que la langue évolue avec le temps, avec les réalités, puis qu'il y a plusieurs mots qui peuvent être utilisés. Le terme diversité capacitaire est quand même plus fréquent, mais davantage au niveau des professionnels. Effectivement, il y a une tendance qui se dessine davantage, donc d'adapter le langage aux besoins de l'individu. Donc, si l'individu nomme un besoin spécifique par rapport à un vocabulaire, ça serait de l'utiliser pour s'assurer qu'on répond bien à ses besoins, mais aussi à l'identité qu'il a. On peut penser, par exemple, à une personne sourde, malentendante, qui peut avoir son propre vocabulaire, celui de sa culture. Il y a plusieurs stratégies qui ont été nommées par les conseillers, entre autres, pour s'assurer d'avoir un vocabulaire le plus juste possible dans l'organisation. On parle entre autres de dialogue avec les syndicats, les employés, des groupes de discussion avec les parties prenantes, les alliés. Aussi, de créer par la suite des fiches de sensibilisation, des outils pour s'assurer d'avoir un langage commun. Excellent. Donc voilà pour le langage. Maintenant, on va aller voir, on va parler de la formation et de la sensibilisation. Donc, les entreprises ont mentionné qu'il y avait trois formes de sensibilisation qui fonctionnaient mieux au sein des organisations, soit les témoignages, entre autres. En fait, ce qui touche les gens, c'est surtout les témoignages, la vraie vie, des portraits d'employés, des images, des photos de vrais employés. Les gens se reconnaissent davantage. Ils se sentent plus concernés et, par exemple, quand quelqu'un raconte sa situation. Et je peux vous mentionner que 100% des entreprises ont mentionné que les témoignages fonctionnaient davantage. Ensuite, on a l'expérimentation, avoir des parcours expérientiels. Par exemple, si on a une salle de bain qui n'est pas nécessairement adaptée aux besoins, et puis qu'on mentionne à la personne, mais si c'était toi, ton conjoint, ton ami, ton enfant, comment te sentirais-tu si des lieux n'étaient pas adaptés aux différents besoins? Alors, on fait réfléchir les gens par l'expérience. Et puis, le matériel qui est disponible. Donc, pour faire de la sensibilisation, de la formation. Donc, de valoriser plusieurs formats. Ça a été nommé à plusieurs reprises qu'il y avait parfois des employés de bureau et des employés sur le terrain. Donc, de s'assurer qu'on avait différents formats qui étaient accessibles, même pour les différents types de personnalités ou de besoins, que ce soit en vidéo, que ce soit écrit ou autre. Et également, pour obtenir des changements de posture, des prises de conscience, on a parlé également de capsules informatives, que ce soit vidéo ou écrit. On a parlé d'un accompagnement spécialisé. Donc, aller à la rencontre du personnel, aller rencontrer les employés, les personnes employées. On a aussi parlé de faire connaître les différentes actions inclusives. Parce que parfois, elles sont mises de l'avant sur l'intranet, mais comment on peut faire pour les faire connaître sur le terrain? Par exemple, qu'il y a un formulaire d'auto-identification, qu'il y a une centralisation des coûts, qu'il y a un processus d'accommodement. Et puis, à travers, par exemple, une planification des activités, un calendrier, des journées thématiques, et puis de faire du modelage. Donc, en réalité, le comment. Donc, mais comment est-ce que je peux animer une réunion inclusive ou en transmettant un ordre du jour, en faisant la transcription, en ayant un résumé de la rencontre, donc en ayant vraiment observant comment on peut faire. Et le jeu est vraiment ressorti beaucoup par rapport à l'humour ou faire des quiz. Donc, ça fonctionne bien, pas seulement pour les jeunes, pour les adultes aussi. Ensuite, concernant les gestionnaires, par exemple, qui veulent sensibiliser leurs équipes, on a mentionné, par exemple, qu'après avoir compris qu'on doit avoir un espace sécuritaire pour parler de la diversité, que tout le monde peut avoir des besoins à un moment ou à un autre, mais comment est-ce que je peux transmettre le tout réellement au personnel?
Donc, les gestionnaires ont mentionné que concrètement, quand ils ressortent des formations, qu'est-ce qu'ils doivent retenir, puis qu'est-ce qu'ils doivent appliquer. Alors, on parle, par exemple, de fournir des outils, euh, par exemple, que ce soit un courriel, comment faire des courriels plus inclusifs. Comment est-ce qu'on peut accompagner finalement les gestionnaires pour offrir des outils concrets. On peut passer aux accommodements. Donc, les accommodements, qui est un sujet qui a été abordé avec beaucoup d'ampleur avec les différentes organisations. Parce qu'on parle de plus en plus, on va voir ici une image à la diapositive suivante entre la différence entre l'égalité et l'équité. Donc, ici, on veut outiller davantage avec du matériel concret, comme on le mentionnait précédemment. Donc, on peut fournir des images comme celle-ci, où on mentionne que on a différents types de plans, donc différents types de besoins, tout comme on aurait différents types d'humains qui peuvent avoir des besoins particuliers à un moment ou à un autre de leur vie de façon temporaire ou permanente. Donc, l'égalité, ça serait de donner, ici, on voit de l'eau de la même façon à tout le monde et du soleil, tandis que l'équité, ça serait de varier les différentes stratégies. Donc, de plus en plus dans les organisations, il commence à avoir un éveil par rapport à cette différence-là qui est l'équité et l'égalité en fonction des besoins qui sont uniques pour chacun. On peut constater que ça peut provoquer un sentiment d'injustice pour certaines personnes. Parce que les contextes et les besoins sont différents. Certaines personnes veulent comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un traitement qui peut être différent entre chaque individu. Il y a plusieurs gestionnaires, conseillers équité et diversité, même des employés qui ont souligné que, en fait, là, notre nouvelle génération qui arrive présentement sur le marché du travail, il y a une demande d'accroissement de ces accommodements-là, de cette demande de soutien, d'accompagnement. Parce que eux ont connu des centres adaptés dans leur cégep ou leur université. Donc, effectivement, ils ont des gens pour les soutenir, pour adapter leurs environnements pour qu'ils fonctionnent au meilleur de leur potentiel. Alors, est-ce qu'on veut vraiment se mettre dans une logique d'adaptation individuelle ou on veut s'assurer finalement que l'environnement est le plus accessible possible et puis qu'au besoin, on va avoir certaines spécifications pour les adaptations? Encore une fois, si on poursuit, on avait ici la peur, le sentiment d'injustice qui peut avoir lieu, mais on a aussi la peur du jugement. Donc, le fait que de demander, de faire une demande d'accommodement, euh, ça peut être difficile pour certaines personnes parce qu'il y a la perception des autres personnes autour. Donc, certaines personnes peuvent hésiter à demander des adaptations parce qu'ils vont se dire, ben, est-ce que je vais me faire juger? Est-ce qu'on pense que je vais avoir un traitement différentiel? Et puis, ce qu'on dit en bout de ligne, c'est il faudrait vraiment davantage en parler au niveau sociétal du fait que tout le monde a des besoins, de démystifier, mais aussi de reconnaître le fait que chaque individu est différent. Donc, ici, on dit, c'est vrai que certaines personnes ont besoin de ces accommodements-là pour bien réussir dans leur travail, mais qui peuvent être utiles et nécessaires. Ils peuvent être nécessaires pour certaines personnes, mais très utiles pour tout le monde. Alors, c'est un rôle, à la page suivante, un rôle partagé, en fait, qui est important, à la fois de la personne pour divulguer ses besoins, mais à la fois pour l'organisation, d'être présent pour pouvoir écouter ces besoins-là. Parce qu'on a beau avoir le plus beau processus du monde, si la personne ne le déclare pas ou ne se sent pas à l'aise ou ne le connaît pas, ce processus-là, quand elle a des besoins, où aller, ben, c'est certain qu'on ne se rejoint pas dans le rôle partagé. Alors, de s'assurer en fait que tout le monde puisse avoir accès à ces informations-là. Donc, qui je vais voir, où je vais aller, puis de ne pas attendre d'avoir un besoin avant d'en être informé. Donc, une responsabilité partagée par rapport à la déclaration des besoins, mais également ce qui est mis en place dans l'organisation pour y répondre. Par rapport ici, on parle d'un mode solution. Donc, de plus voir le besoin de l'individu comme une difficulté ou un problème, mais davantage une solution qu'on doit apporter, puis qui va être bonne pour probablement une majorité de personnes à un moment ou un autre de leur parcours. Et également, au moment où on a une demande d'accommodement ou un besoin qu'on a besoin là, de soutenir pour un employé, que ce soit temporaire ou permanent,
Ben, entre cette demande-là puis le fait de fournir, par exemple, les outils ou le soutien, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en attendant? Et essentiellement, il y a des organisations qui ont fait des inventaires pour soutenir, dans le fond, ce qui existe, ce qui est mis en place, et pour faciliter finalement le soutien de la personne. On parle d'un soutien à la fois qui peut être physique avec des adaptations techniques, mais un soutien aussi plus psychologique, de soutien là, où on peut avoir, par exemple, le programme d'aide aux employés ou un autre professionnel à l'interne. Ce qui nous amène à parler brièvement des rôles, dont le rôle du gestionnaire, qui effectivement, ce qu'on a mentionné, c'est que le gestionnaire peut avoir beaucoup de responsabilités. Puis, est-ce que c'est un rôle qui est assez reconnu dans les organisations? On se pose la question. Et puis, comment on peut le soutenir, que ce soit par les conseillers EDI. Mais une chose est sûre, c'est que les 100% des entreprises ont mentionné que le rôle du conseil d'administration, de la direction, en fait, est fondamental pour une vision, une approche plus inclusive. Donc, on va se rendre tranquillement vers l'accompagnement, où on parle, par exemple, que le gestionnaire est souvent de premier niveau, la première personne à qui on va aller parler. Donc, il faut idéalement un lien de confiance qui est établi. Euh, Parmi les défis, le gestionnaire n'a pas toujours une expertise au niveau de la santé ou médicale. Il peut avoir une variabilité d'un gestionnaire à l'autre. Les personnes peuvent avoir certaines craintes par rapport aux informations personnelles qui sont divulguées, mais la plupart du temps, les gestionnaires sont bien ouverts à soutenir les employés. Alors ici, on passe à l'accompagnement d'un quelqu'un pour soutenir à la diapo suivante un porteur de projet, un gestionnaire de cas. Le fait d'avoir quelqu'un qui va faire en sorte que ça soit un conseiller EDI, que ça soit au niveau d'un professionnel à l'interne, d'une structure qui existe déjà ou à l'externe, le fait d'avoir une tierce personne qui va aider à soutenir le gestionnaire dans son accompagnement, et puis de l'entourer, puis également, idéalement, de mesurer les coûts réels d'un accommodement qui est fait pour la santé psychologique et physique. Donc, quelqu'un de spécialisé à l'interne pourrait prendre la forme d'un éducateur spécialisé, d'un ergothérapeute, avoir cette expertise-là, santé, médicale, cette expérience terrain, la connaissance de la culture de l'organisation, donc pour s'assurer que les personnes sont bien soutenues. Alors, ici, un des trucs en EDI, ce qui a été mentionné à plusieurs reprises, c'est que c'est pas une recette de cuisine. À la diapositive suivante, vous allez voir, ce qu'on veut, c'est aller plus loin ensemble. Donc, offrir un soutien au gestionnaire, s'assurer que l'employé se sent en confiance, que l'organisation a mis en place les structures pour favoriser son bien-être, puis comment il peut aller chercher les différents types d'accommodement ou d'accompagnement. Et essentiellement, il y a certaines organisations qui ont fait des scripts aussi pour aider les individus à aller de l'avant. Puis, on parle aussi entre les gestionnaires, entre les conseillers EDI, entre les différentes parties prenantes, le co-développement ou les communautés de pratique pour aller un peu plus loin. En fait, sensibiliser la majorité. On peut passer maintenant aux perspectives. Vous allez voir, à la diapo suivante, vous avez une photo avec nos 5 panélistes. Moi, je les remercie sincèrement parce qu'ils font une différence au quotidien dans leurs organisations. Puis aujourd'hui, ils vont vous présenter certaines initiatives qu'ils ont mis en place au sein de leur organisation. Euh, Ça va faire un lien avec ce qu'on a vu précédemment par rapport à ce que l'organisation peut mettre en place, le rôle du gestionnaire, le rôle des employés, le rôle du conseiller équité, diversité, inclusion. Et également, on fait l'introduction, par exemple, d'une tierce personne qui vient donner un coup de main. Ces personnes-là qui sont parfois présentes dans les cégeps, les universités pour accompagner, accommoder, soutenir finalement l'individu pour qu'il performe au maximum de son potentiel. Alors, tout d'abord, on va débuter avec Myriam. Donc, Myriam, qui est conseillère en éducation spécialisée chez Hydro-Québec. Alors, Myriam, merci de nous présenter votre initiative. Merci de m'avoir invité sur votre studio de midi. Donc, bonjour à tous. J'espère que mon son est suffisamment fort. J'avais des petits soucis cette semaine, donc Votre simplement son, il y faire a un signe. problème. Pourriez-vous élever un peu?
Oui, tu Est-ce que vous peux m'entendez bien? parler un petit peu plus fort, sinon ça va, Myriam, on t'entend, on va inviter les gens à augmenter leur volume. D'accord, je vais monter le volume un peu. Donc, je me présente, Myriam Lebouté, je suis conseillère en éducation spécialisée, donc chez Hydro-Québec. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Tout d'abord, je trouvais important de vous expliquer le contexte qui a mené à cette création de poste, qui est quand même assez peu connu sur le marché du travail. Donc, cela fait 3 ans là, donc, que j'ai le plaisir d'occuper cette fonction. Tout d'abord, je vous dirais que la création de poste est venue de la vision de certains collègues en EDI, mais également de la haute direction qui voyaient bien que le profil des travailleurs d'aujourd'hui et de demain est en train de changer, comme disait également Caroline. Donc, c'était une question de Je peux comment est-ce qu'on intervenir? peut... Hey, je suis vraiment désolée, Myriam, 2 secondes. Il y a une madame Brigitte. Est-ce que vous pourriez fermer votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend parler, en fait, dans la présentation. Puis Myriam, son son est pas très bon. Donc, juste fermez vos micros pour les gens qui ont leur micro ouvert, s'il vous plaît. Merci. C'est Isabelle. Merci Isabelle. Donc, comme je disais, dans le fond, l'idée, c'était en tant qu'entreprise qui a une valeur d'inclusion, donc au niveau de ses valeurs fortes, puis sachant le portrait des travailleurs qui étaient en train de changer, ben, c'était de voir comment est-ce que de manière proactive, on pouvait s'assurer d'être en mesure d'accueillir dans les meilleures conditions, finalement, ces nouveaux travailleurs. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait qu'environ 21% des personnes en situation en fait, environ 21% des personnes en âge de travailler, donc de 15 à 64 ans, sont en situation de handicap, alors qu'au niveau des effectifs, on voyait que les chiffres ne correspondaient pas à ça. Donc, comme disait Caroline, on peut lire derrière ça, donc, probablement une crainte de s'ouvrir, donc de peut-être faire les demandes là, pour être à son plein potentiel, puis également un déséquilibre là, par rapport aux conditions de travail qui étaient offertes donc aux employés. On peut aller à la prochaine diapo, ce qui fait que il y a 3 ans, la fonction de conseiller en éducation spécialisée a été créée avec l'idée vraiment d'offrir un accompagnement terrain aux employés en situation de handicap, aux stagiaires en situation de handicap, mais également aux gestionnaires et équipes d'accueil, donc de ce personnel, pour mettre en place finalement, comme je disais, les conditions les plus favorables possibles pour que chacun puisse évoluer là, professionnellement et faire mettre de l'avant son plein potentiel. Donc, au niveau de mes interventions, on parle vraiment donc des employés en situation de handicap. Donc, ça peut passer par exemple des mesures d'adaptation, la recherche d'outils, ça peut être également des stratégies, donc pour être en mesure, là, d'être bien au travail, mais également de répondre là, aux exigences des mandats, des postes. Et également un accompagnement auprès des gestionnaires parce que ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, ben, ce n'est pas une question de vouloir, c'est plus une question de comment accompagner adéquatement, puis répondre aux besoins donc, des employés. Donc, à ce niveau-là, j'ai également un rôle conseil. Puis, finalement, donc, au niveau également des partenaires internes, donc, ce qui est très intéressant, je trouve, au niveau, par exemple, des services technologiques qui peuvent se demander, bien, quels sont les outils qui sont les plus pertinents, les plus utilisés par les personnes en situation de handicap, de sorte à les avoir disponibles sur le marché du travail. Parce qu'exemple, quelque chose qui a été utilisé dans le cadre des études, fort est à parier que dans le cadre du travail, c'est également très pertinent. Donc, il y a des belles collaborations de ce côté-là. Puis, également, par rapport à des partenariats externes, comme avec les écoles, donc les services d'aide aux étudiants en situation de handicap, ça peut être également avec les centres de réadaptation, donc pour ensemble travailler à évidemment l'embauche, mais également le maintien en emploi là, avec les meilleures conditions possibles. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, j'ai pertinent de vous expliquer plus concrètement, finalement, là, on est un peu plus dans la théorie, mais des exemples concrets d'accompagnement. Donc, par exemple, auprès d'un employé, on parle donc d'un
Ça va, Myriam, tu peux continuer. Il y a eu, parfois, c'est Oui, pas c'est ça. évident. On a des participants qui ouvrent, qui ferment leur son. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, si vous pouvez garder vos sons fermés, ça serait très apprécié. Continue, Il n'y a pas Myriam, de il n'y a pas de souci. souci. Donc, on parle donc de Julien qui se retrouvait dans un contexte de changement de poste. Donc, qui demandait d'une part une évaluation pour s'assurer de mettre en place les meilleures conditions puis les accommodements nécessaires, mais également du point de vue de l'équipe d'accueil, de certains doutes et résistances, plus en termes de faisabilité. Puis, comme je vous disais, c'est pas nécessairement une question de vouloir, mais plus une question, je pense, dans une certaine mesure de méconnaissance. Donc, à ce moment-là, mon intervention a vraiment été de mettre en lien, si je pourrais dire, différentes organisations à l'interne, mais également à l'externe, d'aller chercher l'expertise pour s'assurer d'avoir la meilleure évaluation de poste avec qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme adaptation ou comme accommodement. Ça a également passé par des rencontres de sensibilisation de l'équipe en termes de comment travailler, collaborer avec leurs nouveaux collègues, puis également d'assurer des suivis en continu là, pour s'assurer qu'au-delà de la période d'intégration, mais que tout se passe bien, puis que les obstacles sont adressés au fur et à mesure. Donc, l'impact que ça a eu, ben, en fait, c'est qu'on a vu un beau succès là, au niveau de Julien dans cette nouvelle équipe-là, de son côté également. Donc, il se sent inclus. Au niveau de ses collègues. Ses collègues également ont trouvé des façons de collaborer avec lui, là, donc ont appris par exemple la langue des signes québécoise. Donc, on voit que également au niveau de la gestion, on est passé d'une posture de résistance à un leadership beaucoup plus inclusif qui fait en sorte qu'il y a un effet également de contamination, si je peux dire positive, parce que c'est un nouveau gestionnaire qui a maintenant une posture qu'il met à profit auprès de ses collègues également qui peuvent se retrouver devant une situation similaire. Très rapidement, également, ça peut passer par un accompagnement de la gestion. Donc, leur exemple d'un retour au travail après une absence longue durée pour la mise en place de conditions favorables pour justement garder la personne au travail, la garder dans les meilleures conditions, etc. Donc, dans cette situation-là, on parlait plus de l'élaboration d'un plan d'action pour trouver les conditions favorables, les défis, mais également les moyens pour pallier à ces défis-là. Donc, autour de ce plan d'action, le gestionnaire a trouvé les mandats les plus favorables, si je pourrais dire, puis qui mettait vraiment son employé dans les meilleures conditions. Puis finalement, on peut également voir l'accompagnement auprès de partenaires internes, donc entre autres la direction de développement de compétences, donc qui s'occupe vraiment de tout ce qui est formation au sein de l'entreprise. Eux également avaient vu que les apprenants, le profil des apprenants changeait, puis ils voulaient voir un peu comment est-ce qu'ils pouvaient rendre leur formation, donc au niveau de la conception, mais également de la diffusion, plus neuro-inclusive. Donc, dans ce cadre-là, on a élaboré donc un atelier sur la neurodivergence en formation, puis également au niveau de cet atelier-là, il y a une partie théorique, mais également pratique pour leur permettre de faire une réflexion sur leur façon donc d'accompagner leurs apprenants, puis de voir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour avoir une posture davantage neuro-inclusive, puis répondant, dans le fond, aux différents modes d'apprentissage de leurs apprenants. Donc, on peut passer à ma prochaine. Je pense que je suis dans mes temps, je suis contente. Donc, très rapidement, on a également, donc, l'idée, c'est d'outiller les gens, donc qu'ils ne soient pas obligés de passer nécessairement par mes services, mais de rendre disponible l'information. Donc, au niveau de notre intranet, il y a plusieurs ressources qui sont listées. Puis, on a développé également au cours des dernières années des fiches de sensibilisation qui parlent de certaines réalités, mais également et surtout des mesures d'inclusion qui permettent là, de collaborer dans les meilleures conditions possibles. Donc, voilà pour moi. J'espère que mon son n'a pas trop donné de misère. Sinon, je vous remercie pour vos Super, efforts. Myriam, ça a bien été. Félicitations, merci pour la présentation. Félicitations pour le travail que tu effectues au quotidien. Ça change certainement des vies. Alors, merci Myriam. On va poursuivre avec Christine Morin, qui est directrice adjointe des ressources humaines au CIUS. Je vais la laisser se présenter. À toi, Christine, de présenter ce que vous avez fait au sein de votre organisation. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Donc, je vous présente un petit peu comment on est arrivé où on est aujourd'hui, puis je vais prendre quelques minutes là, pour vous mettre en contexte. Peut-être j'irai moins dans les détails que Myriam.
mais je vais être plus dans un storytelling pour vous expliquer un peu c'était quoi le processus qu'on a pris au CIUS. Donc, pour la petite histoire, moi, je suis arrivée au CIUS en 2022 et une des préoccupations dans mon rôle à l'époque de conseillère cadre, c'était de mettre sur pied une initiative diversité, équité, inclusion, appartenance pour le CIUS. Donc, ceux qui ne le savent pas, sûrement c'est la majorité d'entre vous, j'étais en CRISPECH avant de quitter. La question du handicap, des personnes en situation de handicap et de l'inclusion en emploi, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps. J'étais aussi prof au Cégep du Vieux-Montréal et donc en éducation spécialisée, donc c'est quelque chose qui m'habite. Quand je suis arrivée au CIUS, on a mis beaucoup de choses en place progressivement, mais une des préoccupations ou un des constats que j'ai rapidement fait, c'est que le milieu de la santé associait la question du handicap à la population qu'on dessert dans nos programmes, notamment dans la direction des services de réadaptation et services multi. Donc, il y avait un amalgame qui était fait, qui fait en sorte qu'on s'imagine, dès qu'on parle du handicap, automatiquement, on implique une déficience sensorielle, physique, intellectuelle. Et donc, il y avait tout un champ non exploré et non compris au niveau des représentations sociales sur le terrain qui changeait la manière dont on se positionne, mais aussi dont on agit concrètement dans nos comportements comme organisation. Évidemment, mon objectif dans l'approche des EIA, c'est de travailler sur le système. Donc, comment on peut réfléchir à des processus, comment le système reproduit ces représentations sociales en action, là, dans les choix qu'on fait, puis dans un type d'accompagnement qu'on offre ou pas. On a mis un groupe sur place, un groupe de travail, donc sur plusieurs questions, dont un groupe de travail sur la question du handicap, la neurodiversité ou les besoins d'accessibilité. L'objectif, c'était de faire un appel à tous, ce qu'on a fait pour aller chercher du pouls du terrain. Là, je vous ai mis le mandat du groupe de travail, je ne le lirai pas en grand détail, mais un des objectifs principaux ou du mandat principal du groupe, je l'ai mis en gras, là, identifier les enjeux actuels et les obstacles auxquels les personnes à la fois usagères ou employés qui sont en situation de handicap font face dans notre environnement organisationnel. Donc, on a eu beaucoup de participants à cette démarche-là. On a fait un appel à tous pour aller chercher vraiment un de nos principes, là, c'est qu'on se base sur les données empiriques, là, les données du terrain, on veut du concret, puis c'est avec ça qu'on va partir et qu'on va ajuster notre réponse organisationnelle à ce qui se passe, puis à où sont les vrais besoins. Donc, on a avec ce groupe de travail-là, fait cet appel à tous et à toutes pour donner des espaces là, d'équité dans l'accès aux opportunités de se faire entendre. On a eu 38 participants et participantes, on a fait plusieurs rencontres. On a utilisé un outil virtuel qui s'appelle Mural pour faire une espèce justement de mural où les gens inscrivaient sur des sticky notes les observations ou les faits qu'ils avaient. Et évidemment, les gens n'avaient pas besoin de s'auto-identifier. Là, on n'était pas du tout là-dedans. Ça pouvait être des cliniciens, des gens qui travaillent en administration, des gens qui ont été témoins d'eux, qui ont entendu parler d'eux, qui sont au courant à cause de leurs usagers. Peu importe les cas de figure, là, ou qui s'intéressent à la question. Et on est arrivé avec 40 recommandations qui étaient issues de ce groupe de travail-là. On peut changer de diapo. On a donc parallèlement commencé une sensibilisation organisationnelle au modèle social du handicap parce que une de mes réalisations, quand je suis arrivée, je vous parlais un petit peu du choc là, de la perception de la question du handicap, c'était qu'on était vraiment dans un modèle médical, ce qui fait du sens, on est en santé, services sociaux, et donc l'objectif pour moi, c'était de transitionner vers un modèle social où on comprend qu'il y a une interdépendance là, entre l'individu, son environnement, puis la question de la situation de handicap dans le choix du langage est importante. On a poursuivi le travail du groupe, on a continué des formations plus spécifiques au niveau de la direction des ressources humaines. Chaque équipe a une responsabilité différente dans la façon dont on transige, notamment avec nos employés et nos stagiaires. Et on a été de façon un peu plus pointue sur le modèle social. Sans aller dans tous les détails, en septembre ou à l'été 2024, on a créé un poste de conseillère cadre ou de conseiller cadre, on ne savait pas à l'époque, pour, à l'intérieur de l'équipe des EIA, porter son attention principale sur la question de la situation de handicap et de la diversité capacitaire au CIUS. Et notre conseillère cadre est avec nous aujourd'hui, Ivy Gumbach. Donc, et c'est Ivy qui porte désormais ce mandat-là. Ça fait 1 an qu'elle est là. Dans une autre forum, on pourra parler de son travail puis du détail des essais puis de ce qu'elle met en place en ce moment au sein de l'organisation.
Et donc, du démarrage, j'ai écrit d'un nouveau modèle d'accompagnement organisationnel parce que c'est une nouveauté pour notre organisation, ce changement de culture organisationnelle sur le regard qu'on porte sur la question du handicap, des besoins en accessibilité. La subtilité du langage, c'est quelque chose que moi, je porte, qui m'a suivi de mon travail au CRISPECH notamment, à l'OIV. Et donc, cette sensibilité-là à comment on se nomme, comment les autres nous nomment, l'identité sociale qu'on porte ou qu'on s'auto-attribue, c'était important pour moi, puis c'est important pour Ivy aussi. Puis on essaie de déployer ça dans l'organisation pour s'assurer que, peu importe le profil ou la déclaration ou non d'une situation de handicap au travail, on va essayer d'amener l'organisation à cheminer davantage vers l'accessibilité plutôt que de transiger toujours dans la zone d'accommodement, ce qui est aussi un bon départ. On peut changer de diapo, je vais rester dans mon temps moi aussi. On travaille sur, vous m'avez peut-être entendu, Ivy, dans son titre, il y a la diversité capacitaire. On essaie de sensibiliser aussi un changement de regard. On a travaillé un peu avec le CRISPECH cette année sur cette question-là. Comment on peut d'abord et avant tout changer de regard? Il y a toujours du stigma qui est associé à la question du handicap. Puis nous, on essaie de faire cheminer l'organisation dans justement embrasser une nouvelle vision de ces questions, puisqu'on le sait, là, on doit se moderniser dans nos pratiques. Et donc, on veut amener une normalisation de la différence au travail dans ce qu'on a besoin pour être à notre meilleur et changer de vocabulaire. On espère que ça va nous aider à faire ce shift-là. Dans la question de la diversité capacitaire, bien, il y a évidemment des personnes qui sont en situation de handicap qui auront besoin d'accommodement, il y en aura toujours. Et toutes les mesures d'accessibilité ne pourront pas satisfaire 100% des gens, mais on veut amener un changement de réflexion, un changement de posture, un changement de pratique. Et Ivy, c'est dans son quotidien. Donc, elle a commencé à faire différentes expérimentations. Elle accompagne les gestionnaires de l'organisation dans leur réflexion, dans leur pivot de posture et aussi dans l'accueil d'employés en situation de handicap. Je ne sais pas si... oui, merci. Donc, concrètement, on est en train de réviser des processus RH en lien avec l'accueil et le soutien aux personnes employées en situation de handicap. On a également pris en charge la révision et le déploiement du plan d'action pour les personnes en situation de handicap, qui est une obligation qu'on a comme organisation. Ivy l'a transformé, elle amène ça à un autre niveau organisationnel, puis elle offre toute une offre de services en soutien aux directions là, de notre établissement. Et tout ça, c'est en itération puis en évolution, mais on a aussi une offre de service pour les gestionnaires de l'établissement. Je vois qu'il manque des espaces sur la diapo. Et voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous partager. Merci pour l'invitation, Caroline. Merci Christine, sincèrement, merci pour ta détermination pour l'inclusion. Tu as ça tatoué sur le cœur, définitivement. Puis merci Ivy, la conseillère là, qui est présente ici aujourd'hui là, pour le volet des diversités capacitaires qui accompagne, comme tu mentionnais, les gestionnaires des employés. Puis qu'il y a des formation professionnelle en ergothérapie, c'est génial. Alors, passons maintenant à la prochaine panéliste qui est Amélie Gélina Lafrenière, qui est conseillère relations employées chez Ubisoft, qui va nous parler également de leurs nouvelles, de leurs bonnes pratiques. Alors, on t'écoute, Amélie. Merci. Oui, merci Caroline pour l'invitation. Donc, je suis vraiment ravie aujourd'hui d'être là pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc l'accommodement, l'inclusion. Donc, plus précisément, moi, je vais vous parler vraiment de notre démarche, en fait, quelques points saillants de notre démarche d'accommodement chez Ubisoft, puis comment mon parcours d'ergothérapeute a influencé notre philosophie d'accommodement. Parce que oui, avant d'être dans le monde des RH et de la santé organisationnelle, j'ai travaillé comme ergothérapeute, pendant 7 ans. Donc, c'est sûr que ce parcours-là teinte ma vision des choses. Puis on sait en ergothérapie, notre mission fondamentale, ben, c'est vraiment d'optimiser la participation dans les activités significatives et on passe tellement de temps de notre vie au travail. Donc oui, on peut dire que le travail, c'est une activité très significative dans nos vies. Donc pour moi, l'accommodement, c'est vraiment un levier pour permettre à chacune de performer à son plein potentiel dans l'activité significative qu'est le travail. Donc ici, dans cette diapo, je voulais vous présenter en fait 2 grands principes de notre philosophie d'accommodement qui, vous allez voir, en fait, se collent très bien aux valeurs puis à la mission de l'ergothérapie, justement.
Donc, un focus davantage sur l'aspect fonctionnel plutôt que médical. Donc, ça vient un petit peu avec ce que Christine nous présentait juste avant. Donc, ce que ça veut dire pour nous, avoir une vision fonctionnelle, ben, c'est de regarder une situation non pas à travers une lentille de maladie ou de diagnostic ou d'étiquette médicale, mais plutôt à travers ce que la personne est capable de faire, peut-être les obstacles, les difficultés qu'elle rencontre dans son quotidien, puis ce dont elle a besoin pour participer pleinement en fait à ses activités professionnelles. Donc c'est vraiment pour nous on est vraiment plus dans comment ça se manifeste dans le quotidien, plutôt que vraiment, en fait, peu importe le diagnostic ou même peu importe la présence ou non d'un diagnostic, parce qu'on sait que ben, un même diagnostic, en fait, peut se manifester, en fait, c'est ça, un même diagnostic va se manifester de façon très, très différente d'une personne à l'autre. Donc, on est vraiment, c'est ça, on axe vraiment sur le concret et les manifestations de. Puis, on n'a pas besoin de connaître ou d'avoir un diagnostic finalement pour aider, venir soutenir là, la personne. Donc, on met vraiment l'accent là-dessus. Puis, on a une approche qui est très collaborative. Donc, on mise beaucoup là-dessus chez Ubisoft. Donc, pour nous, en fait, la démarche d'accommodement, ça passe avant tout par une discussion entre la personne et sa gestionnaire. Donc, j'aime ça appeler ça une discussion cœur à cœur ou bien une discussion empathique ou une discussion, bref, ouverte. Quand c'est possible, là, il y a toujours des exceptions, mais le plus possible, passer par la discussion. Puis, ce qu'on remarque, en fait, c'est que le fait de passer par une discussion va nous permettre de réduire ou de minimiser, en fait, la formalisation des demandes. Donc, la lourdeur, souvent, de formaliser une demande. Donc, c'est pour ça qu'on encourage plutôt là, la co-construction, finalement, du plan d'accommodement entre la co-construction par l'employé et aussi avec le ou la gestionnaire. Puis on a aussi une équipe dédiée à l'interne là, qui est formée sur le sujet, donc qui peut venir soutenir aussi aux besoins. On peut rester encore sur la slide. Il me reste une dernière petite chose à dire. En fait, toutes les demandes, nous qu'on appelle qu'on dit simples, mais c'est-à-dire qui ont pas d'impact significatif sur de changement, de modification aux conditions d'emploi aux exigences du poste, ben, c'est ça, on mise vraiment sur la bon, j'ai juste le mot résolution, là, c'est peut-être pas le parfait terme, là, mais sur vraiment la recherche de mesures d'adaptation conjointes. Mais c'est sûr qu'on va suggérer tout de même là, pas de formaliser, mais de documenter le plan d'accommodement pour assurer aussi une certaine cohérence, puis éviter à la personne de se répéter dans le temps aussi s'il y a des changements qui arrivent à son parcours professionnel. Donc, on peut passer à la prochaine. Puis ici, en fait, dans cette diapo-là, je vais vous présenter deux mécanismes de soutien qu'on a mis en place pour venir soutenir notre approche. Donc, tout d'abord, on a le guide d'accommodement qui est un outil commun pour venir faciliter la collaboration, justement. Donc, c'est vraiment un outil super concret pour venir soutenir la fameuse discussion entre le ou la gestionnaire et l'employé. Donc, c'est vraiment pour les aider à venir identifier c'est quoi les besoins dans la situation, puis à rechercher ensemble des mesures d'adaptation possibles. C'est un outil qu'on a rendu accessible à tous et toutes, en fait. Donc, vraiment, les gestionnaires ont accès, les employés ont accès. Donc, ça se veut vraiment un document collaboratif. Donc, on l'a vraiment conçu pour que on puisse prendre le document, que ce soit virtuel ou physique, puis l'amener dans la rencontre, puis vraiment s'en servir comme support à la discussion, donc avec des questions sur les différentes thématiques, puis aussi avec un inventaire des mesures d'adaptation qui sont possibles dans l'environnement. Donc, pour vraiment venir guider la discussion. Puis, à la fin de ce guide-là, ben, on arrive avec un plan d'accommodement qui est personnalisé à la personne. Puis, le deuxième élément, c'est le partenariat avec une clinique d'ergothérapie. Donc, le service d'ergothérapie avec cette clinique-là, il est disponible
en tout temps, peu importe la nature de la demande, mais nous, on y fait appel surtout, en fait, dans les situations qui sont un peu plus complexes ou, en fait, que vraiment une modification, par exemple, à une condition d'emploi sur une durée plus prolongée qui est demandée. Donc, à ce moment-là, si on fait intervenir notre partenariat avec la clinique d'Ergo. Puis pourquoi on est allé avec ce partenariat-là? Ben, c'est qu'on partage vraiment, en fait, ils partagent vraiment une vision qui correspond à nos besoins, donc une approche fonctionnelle, occupationnelle. Ils ont aussi une belle expertise pour venir analyser les besoins fonctionnels, mais aussi accompagner la personne à venir identifier ses propres besoins. Oui, il y a des gens qui ont cette capacité-là de venir identifier leurs besoins, mais parfois, ça prend un certain support. Donc, les ergos ont cette expertise-là de venir accompagner la personne, puis aussi de voir quelles mesures pourraient être mises en place pour bien les soutenir. Puis, pour nous aider dans cette collaboration-là, on a co-créé avec la clinique un formulaire, en fait, qui vient vraiment répondre. On s'assure, en fait, que ça répond à leur champ d'expertise, mais aussi à nos besoins en tant qu'employeur. Puis, dans ce formulaire-là, en fait, on focus vraiment sur c'est quoi les besoins, puis c'est quoi le plan d'accommodement pour cette personne-là qui a été créée en collaboration. Puis, je te vois. Ah Mais oui, mais c'est génial, Amélie, parce que c'est très concret ce que vous faites, hein? Tu sais, d'avoir le plan comme ça, de se fier aussi à la personne, c'est quoi ses besoins, puis d'avoir un professionnel, hein, qui est à la fois sur le terrain, qui va outiller pour avoir un fonctionnement optimal. C'est génial. Félicitations d'avoir mis en place là, cette initiative-là. Vraiment un grand merci, Amélie. C'est très apprécié ta Oui, présence. merci. Donc, on va aller voir maintenant Juliane Perrault, qui est première spécialiste approvisionnement accessible chez Radio-Canada. Oui, mais bonjour, merci. Ça me fait plaisir de pouvoir contribuer à ce midi-conférence. Donc, mon nom, c'est Juliane Perrault, spécialiste en accessibilité. Donc, ce que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est la récente refonte de notre processus d'accommodement réalisé par ma collègue Raki qui partait en vacances aujourd'hui. Pour vous mettre en contexte, précédemment, quand une personne identifiait un besoin d'accommodement, c'était à elle de trouver la bonne porte où frapper. Donc, c'était vraiment la ronde de lait, là, comme on pouvait dire. C'était la personne qui cherchait un peu au hasard, passant d'un département à l'autre. Bonjour, est-ce que c'est ici pour tel accommodement? Non, ok, ça va être telle personne dans tel département. Après, c'est ouf, finalement, pour telle partie, oui, ça va être moi, mais pour l'autre partie, ça va être un autre collègue. Et là, ce collègue-là était évidemment en vacances. Donc, ça vous donne une idée à quel point c'était compliqué pour ces personnes-là. Par contre, j'aimerais vous dire qu'on s'en est rendu compte nous-mêmes, mais c'est pas tout à fait le cas. Donc, en fait, on a eu la chance d'avoir la loi canadienne sur l'accessibilité qui, il y a 5 ans, a fait en sorte qu'on a dû entamer des démarches pour réaliser un plan sur l'accessibilité incluant l'emploi et exigeant aussi des consultations avec le personnel. Ce qu'on a trouvé était très riche, puis pour l'illustrer, la citation suivante. Donc, quand j'étudiais à l'université, on avait un bureau qui s'occupait des accommodements et qui nous aidait à obtenir les mesures nécessaires. C'est ça qu'il nous faut au travail. Donc, oui, ça a été mentionné aussi précédemment dans d'autres interventions. Et c'est exactement ce qu'on a voulu mettre en place parce que c'était vraiment ce qui ressortait le plus dans les consultations. C'était pas juste une personne qui disait, c'était plusieurs. Donc, ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. On a eu, voilà, on a eu 5 ans à mettre sur ce projet-là. On a passé d'examiner les politiques RH, on a les consultations, l'approbation de pouvoir faire ce changement-là qui était quand même majeur au niveau des politiques. On a créé un poste de spécialiste en adaptation du milieu de travail qui a eu pour mandat de créer un nouvel écosystème d'accommodement. Et on a finalement lancé la règle dernièrement, en octobre. Et ce n'est pas la fin non plus, donc ça va se poursuivre comme processus. Plus concrètement, à la prochaine diapositive, qu'est-ce qu'on a créé comme écosystème? Bon, mais d'abord, un guichet unique où se trouve toute l'information sur les accommodements. Ensuite, de nouveaux processus simplifiés pour le suivi et les traitements des demandes, donc un formulaire, un plan d'accommodement, un fonds central, un formulaire de rétroaction également.
puis finalement de nouvelles ressources pour mieux comprendre les accommodements au travail, donc des modules de formation en ligne, autant pour le personnel que pour les gestionnaires, une trousse sur l'accessibilité pour donner des outils pratiques et une tournée de présentation pour s'assurer que tout le monde s'approprie ce nouveau modèle. Ensuite, ce nouvel écosystème-là, il est basé sur la collaboration, mais aussi sur la simplicité du processus avec une seule porte d'entrée. Si un congé est requis ou si c'est un changement majeur pour raison médicale, notamment suite à un arrêt de travail, un accident ou une nouvelle condition de santé, par exemple, là, ça va être l'équipe de la gestion des invalidités qui va prendre le dossier. S'il n'y a pas de congé ou si l'accommodement est de moindre envergure, alors là, ça va être la spécialiste en accommodement qui va prendre ce dossier-là. Dans tous les cas, il y a collaboration donc entre les deux grandes équipes, mais aussi avec une panoplie d'autres professionnels comme les gestionnaires, les syndicats, les ergonomes, les spécialistes en technologie, en santé et sécurité, etc. Donc, en fait, la ronde de lait dont je parlais, ce n'est plus chaque personne qui l'a fait, c'est la spécialiste en adaptation de travail qui porte ce chapeau-là. Puis, la ligne entre qu'est-ce qui est raison médicale et ou non, en fait, elle évolue constamment. Donc, ça va être dans les choses qui vont progresser encore dans les prochaines années, certainement. Donc, pour résumer les avantages de ce nouveau processus, on a maintenant une approche centralisée, un fonds central pour les accommodements qui dépassent 500 $, un processus documenté, des ressources et outils dédiés et le poste de spécialiste qui va autant soutenir le personnel que les gestionnaires. Et tout ça, ça vient vraiment transformer l'expérience employée en rendant le processus simple et agréable, moins axé sur le médical, plus axé sur la réponse aux besoins, autant du personnel que des gestionnaires, là aussi. Alors, je vais conclure avec la prochaine diapositive. Donc, c'est un gros changement, ce processus d'accommodement-là. Ça s'est fait de manière progressive. Ça va continuer à évoluer en parallèle avec d'autres initiatives qui permettent un vrai changement de culture. Vous pouvez aller lire la règle relative aux accommodements sur notre site corporatif. C'est une version moins agréable que moi, mais très instructive. Donc, c'est le site cbc.radio-canada. Donc, en passant par vision, gouvernance, politique, blablabla. Sûrement que Google va mieux la trouver que moi. Et puis, sinon, je vous invite à nous contacter, là, surtout ma collègue Raki, la mastermind de ce projet, à accommodement au pluriel, à commercial radio-canada.ca. Merci. Merci beaucoup, Juliane. Tu fais effectivement du travail extraordinaire avec Raki, avec tous tes partenaires à l'interne. Merci. Hein? Wow, quelle belle transformation médicale, sociale, simple, agréable, facile de se retrouver, puis finalement répondre aux besoins pour avoir un employé qui est au maximum de ses compétences. Alors maintenant, pour conclure, on a Isabelle qui va nous présenter actuellement ce qui se passe chez l'Auto-Québec, donc la vision où on veut s'en aller. Alors j'imagine, Isabelle, tu as été très inspirée par tout ce que tu as vu précédemment. Oui, bien bonjour tout le monde. Merci de me donner un petit peu de temps. J'essaie de faire ça très, très succinct vu qu'il reste 4 minutes, puis je sais que tout le monde a probablement des meetings à 13 heures. En fait, si on veut aller à la deuxième diapositive, s'il vous plaît. Moi, je suis vraiment là pour aborder un peu, dans le fond, avec les recherches avec Caroline, c'est l'angle avec lequel on aborde la DEI. Donc, dans le fond, on veut vraiment aller vers notre ambition en DEI, l'Auto-Québec, c'est d'avoir une approche qui est transversale, mais surtout qui devient organique. Donc, c'est sûr qu'il faut y aller avec la maturité de l'organisation, il faut mettre des choses en place. Fait que pour y aller très, très brièvement, on peut déjà aller à la prochaine diapositive. Je vais vous faire un mini survol d'état des lieux, des choses qu'on a mis en place qui nous permettent concrètement d'arriver vers ce qu'on cherche, c'est-à-dire une synergie collective. Donc, je vais vous donner des exemples qui se centralisent un petit peu plus là, par rapport aux personnes en situation de handicap. Au niveau, par exemple, de notre plan d'action pour l'OPHQ, donc nous, qui est une obligation légale, on veut vraiment que les gens ne le voient pas comme une obligation légale en soi, mais comme une manière d'être inclusif. Et donc, on a revu notre processus de gouvernance parce qu'on avait un peu de difficulté à ce que les gens se sentent imputables des actions émises.
s'organisent. Donc, on a vraiment revu la gouvernance pour que ça en devienne une qui soit multisectorielle, que les gens se responsabilisent et on a vraiment segmenté ça en forme de piliers. Donc là, c'est un peu du jargon interne, mais en gros, on a des gens responsables pour chacun de nos piliers, donc les talents, la clientèle, la communauté et l'immobilier aussi. Et chaque personne, en fait, a une équipe de collaborateurs et collaboratrices avec qui on peut rendre des comptes, définir nos mesures, faire des suivis, etc. Donc ça, c'est une des choses qu'on a mis en place avec cette vision plus transversale-là. Si on peut aller à l'autre slide. Donc, en fait, aussi au niveau des gestionnaires, on sait que les gestionnaires sont souvent très, très sollicités dans tout ce qui est inclusion parce que ça passe énormément par eux. Donc, évidemment, on a des formations obligatoires, optionnelles. On est en train de revoir aussi à l'Auto-Québec toute notre vision du leadership, donc avec des nouvelles compétences mises de l'avant qui favorisent beaucoup l'inclusion. On fait de l'accompagnement individuel. Toc, Isabelle, j'ai une situation, je ne sais pas quoi faire avec ça, qu'est-ce que je fais? Mais viens, on va chercher ensemble, on va réfléchir ensemble. On crée aussi des outils qu'on met à leur disposition et on développe des ateliers qui sont guillemets sur mesure. Donc, il y en a qui existent, qu'on adapte, il y en a d'autres qu'on va créer de toutes pièces. On peut aller à la prochaine. Donc, la prochaine, en fait, c'est juste pour donner une idée globale, parce que là, on a parlé des gestionnaires, mais c'est aussi l'ensemble des employés qui fait qu'une organisation est inclusive ou pas. Donc, on met vraiment beaucoup d'efforts sur la sensibilisation. Donc, on a un calendrier d'initiatives diverses. On peut parler, par exemple, de balados en interne sur lesquels on va parler du monde d'histoire des Noirs, de l'accessibilité universelle. On peut parler aussi de conférences qu'on offre sur la neurodiversité. On peut parler d'un livre de recettes d'économie pour rapprocher les gens, pour la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Nos divers partenariats aussi avec Altergo, avec Aléo, etc. Donc, c'est vraiment de saupoudrer de l'inclusivité un peu partout dans l'organisation pour que les gens se sentent concernés. Comme Caroline le dit dans la présentation des résultats, c'est quand les gens se sentent concernés, souvent, qu'ils sont prêts à réaliser des choses et à faire des efforts. Donc, on essaie de déstigmatiser la diversité, d'élargir ce concept-là et de faire des initiatives en ce sens. Puis pour terminer, en fait, la dernière slide, c'est le sujet, en fait, un peu plus de ma partie aujourd'hui. Donc, la synergie collective, c'est quand même très embryonnaire au sens où on le fait de manière intégrée, mais là, on développe vraiment quelque chose par rapport à être un peu plus précis dans ces actions-là, dans du concret. Donc, notamment, on voulait repenser c'est qui les parties prenantes qui peuvent nous aider à rendre l'ADI transversale. Donc, pour se détacher un petit peu des gestionnaires, parce qu'ils en ont vraiment beaucoup sur les épaules, on a misé principalement sur deux autres secteurs, si je peux dire. Donc, les partenaires d'affaires en ressources humaines. On a créé une boîte à outils avec eux interactive dans laquelle ils nous soumettent des questions, on fait des outils, on a un canal Teams, ils peuvent me contacter, etc. Et on a aussi fait une tournée des syndicats parce que souvent, ce sont des oubliés, mais qui nous connaissent, qui savent pourquoi on fait ça, pourquoi on fait les choses, que dans le fond, on est dans le même bateau, hein, c'est le bien-être des employés et tout. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller créer des partenariats, en fait, des collaborations vraiment mutuelles avec d'autres parties prenantes de l'organisation que de seulement être un peu la fameuse expression top-down, de faire une politique et de dire aux gens implantez-la, mais non, c'est de travailler vraiment main dans la main ensemble collectivement. Donc, je vais conclure avec ça. Oh, génial, Isabelle. En fait, là, tu conclus très bien la présentation globale d'aujourd'hui quand tu parles de synergie collective. Tu as présenté des initiatives concrètes, la vision, l'ensemble des employés, la responsabilité de tous. En fait, un grand merci, sincèrement, à tous nos panélistes, Christine, Myriam, Amélie, Isabelle, Juliane. C'est extraordinaire ce que vous faites. Continuez votre travail dans les organisations et je vous dis à la prochaine. Un grand merci.